Avant de commencer la vidéo, je tenais à m'excuser pour la qualité de mon micro. Je l'avais mal placé avant le tournage et je m'étais pas rendu compte. Plutôt que de retourner la vidéo et perdre la spontanéité et le naturel de mes réactions, j'ai préféré vous la délivrer ainsi. Désolé encore une fois et bon visionnage. J'ai reçu un email d'un abonné qui m'invitait à suivre une vidéo. Cette vidéo est un reportage qui a été fait dans les années 2000 qui s'intitule « Hackers, les premiers pirates du net ». Dans son email, il a précisé que ça devrait m'amuser. Je me suis dit pourquoi pas la suivre en vidéo et réagir. On parle des années 2000 et c'est très important de pouvoir contextualiser. En 2000, il n'y avait pas de plateformes comme TryHackMe, INE, HackTheBox ou RootMe. De mémoire, RootMe est sorti en 2010 et ensuite en 2017-2018 sont sortis TryHackMe et HackTheBox. Du coup, on parle d'une période où des hackers ou des personnes comme moi, pour s'entraîner ou pour monter en compétence, devaient hacker réellement. Et du coup, les hackers, même éthiques, se retrouvaient dans des situations où c'était des hors-la-loi. Sans plus tarder, on suit le reportage et on y réagit. Un hacker, c'est comme un voleur qui pénètre dans votre maison. Ils pensent qu'ils sont plus malins que les autres et qu'ils vont pouvoir commettre ces crimes sans se faire prendre. À 30 km de Las Vegas, en plein désert, un stand de tir pas comme les autres. Tous ces hommes, armés jusqu'aux dents, sont des hackers, des pirates informatiques, la hantise de toutes les entreprises. Tous ces hommes sont des hackers, la manière dont il insiste. D'authentiques petits génies capables de pénétrer à distance n'importe quel ordinateur, par jeu ou par défi. Ici, ils viennent se défouler. N'importe quel ordinateur, je ne suis pas d'accord. Même dans les années 2000, même si c'était la période où j'ai pas envie de dire que c'était plus simple de hacker que maintenant, mais où les personnes étaient moins sensibilisées que maintenant. Même durant cette période, si un ordinateur n'est pas vulnérable, on ne peut pas s'y introduire, soyons clairs. Lui, on le surnomme le pêcheur. Tout un symbole, c'est sur des disques durs qu'il tire. La différence qu'on peut faire entre les hackers et les passionnés d'armes à feu, c'est que les armes font beaucoup plus de bruit. Ça fait bang, quand on tire sur les objets, ils explosent, c'est vraiment amusant. La grande majorité des gens qui se réunissent ici ont un casier judiciaire. Ce sont des gens qui refusent de travailler dans un cadre légal. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il dit qu'ils ont tous un casier judiciaire. Même dans un cadre légal, je pense que la majorité des personnes auraient quand même un casier judiciaire. Et c'est triste, mais même en 2025, il y a quand même des pays où les hackers éthiques risquent des poursuites judiciaires. Maintenant, moi je parle dans le cadre de l'éthique, c'est vrai que pour le moment, ils n'ont pas précisé s'ils se prennent pour des hackers, des pirates informatiques, ou si c'est des personnes qui vont intervenir pour faire avancer la sécurité, par exemple, d'une entreprise, etc., etc. Ils veulent pouvoir explorer tous les systèmes informatiques comme ils l'entendent. Ils veulent faire librement ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est vrai que c'est l'un des fondements de l'Amérique. Ça fait très très américain ça, c'est les armes à feu, la pseudo-liberté, ouais, bon, je vais éviter de parler politique. Percer les codes de protection des ordinateurs, c'est la spécialité de ceux qu'on appelle les hackers. Aux États-Unis, ils forment une véritable communauté qui, tous les ans, se réunit dans un hôtel de Las Vegas. Cette année, 5000 pirates sont venus participer à une convention pas comme les autres. Parmi tous ces hackers, incognito, des représentants des sociétés de sécurité, des agents du FBI, de la CIA, tous venus espionner les nouvelles stratégies de ces marginaux de l'informatique. Un cracker informatique, c'est quelqu'un qui s'introduit dans les ordinateurs des autres avec des intentions malhonnêtes. Aujourd'hui, on fait la distinction entre les hackers chapeau blanc et les hackers chapeau noir. Les chapeaux blancs agissent dans la légalité alors que les chapeaux noirs franchissent les limites légales. En fait, ils font exactement la même chose. C'est quand même un temps où j'aurais aimé découvrir le hacking parce que c'est vrai que moi je l'ai découvert très tardivement. J'ai envie de dire que j'ai commencé dans les années 2018-2019, oui, pratiquement en même temps que l'apparition de HackTheBox et les autres plateformes. Et en ce temps-là, j'aurais aimé vivre ces instants dans ce genre de groupe. Je pense qu'ils étaient à la DEFCON, si je dis pas de bêtises, mais bon, on verra. On va dire que chaque ère a son charme et qu'aujourd'hui, heureusement,
Je peux mener mes activités dans la totale légalité sans devoir à m'inquiéter de ce qui deviendra de mon casier judiciaire. Au programme de cette convention, tout ce qui peut intéresser un jeune hacker. Concours de piratage, étalage des tout derniers matériels, conférences sur la sécurité des réseaux et surtout toute une littérature essentielle à la survie du hacker. Des titres comme « Les pièges tendus par les flics » ou « Comment survivre dans une prison fédérale ». La culture des hackers mélange une bonne dose d'anticonformisme, de provocation et de valeurs ultralibérales très américaines. Penser que tous ces hackers sont des criminels serait cependant une erreur, même si presque tous, un jour, ont franchi les limites de la légalité. Pete, le diabolique, est l'un des organisateurs de la convention. Il revendique son anticonformisme. On représente une contre-culture. Vous savez, il faut une grande ouverture d'esprit pour étudier les ordinateurs et dépasser ce qui se trouve dans le manuel. La sécurité sur Internet est quasi inexistante. C'est comme dans tous les domaines, regardez les maisons ou les voitures, c'est pareil. Je veux dire, il y a encore des gens qui sont surpris de voir que leur voiture a été braquée. Avec les ordinateurs, c'est la même chose. Si vous mettez votre machine sur Internet, il ne faut pas être surpris si elle est visitée. Pete, le diabolique, habite à Berkeley, en Californie. Dans la communauté des hackers, il a une solide réputation. Aucun système ne peut lui résister. Au point qu'il a ouvert un site sur l'Internet qui donne toutes les clés permettant de pirater l'ordinateur de son voisin. Alors, j'aimerais arrêter déjà là, je recontextualise, c'est en l'an 2000. Encore une fois, je dis pas que c'était facile, mais c'était vachement plus simple qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas les trackings qu'il y a aujourd'hui sur les vulnérabilités, les entreprises n'étaient pas aussi bien sécurisées, n'étaient pas aussi pointilleuses sur la partie sécurité. Et du coup, oui, c'était vachement plus simple. Je ne sais pas si en cette période, et dites-moi, ceux qui ont commencé le hacking en l'an 2000, est-ce que c'était aussi facile de s'introduire dans les machines? Je veux dire, est-ce qu'il y avait des sortes de vulnérabilités de CVE où tu sais que ça marchait à tous les coups sur les machines? Et dans ce cas, ce qu'il dit est vrai, ou sinon c'est super aggravé de sa part que de dire qu'aucune machine ne lui résiste. Bienvenue chez Pete le diabolique, une descente aux enfers, diraient plutôt les fabricants de logiciels dont Pete parvient à percer les systèmes de protection. C'est de son salon qu'il attaque les serveurs, tel un cambrioleur mais à distance. Le clavier a remplacé le pied de biche. Autodidacte, il se dit avant tout passionné. Pour lui, le hacking, c'est d'abord un défi intellectuel. Comment on choisit notre prochaine cible? On décide ça avec les copains du groupe. Très souvent, ce qui attire notre attention, c'est par exemple un fabricant de software qui prétend que son programme est invincible alors que c'est faux. Ces gens-là font prendre des risques à tout le monde. C'est là que je rentre en jeu, moi ou d'autres hackers. On est là pour établir la vérité. Mais c'est un jeu dangereux de pénétrer les systèmes. Il y a des nuances très fines entre ce qui est légal ou pas légal. Tout ça dépend des connaissances et des aptitudes du hacker et aussi des lois qui n'arrêtent pas d'évoluer. Les hackers sont devenus du gros gibier aujourd'hui. Beaucoup de flics veulent nous inscrire à leur tableau de chasse. C'est devenu une véritable chasse aux sorcières. C'est dans ce café de Berkeley que le groupe de Pete se réunit chaque semaine pour définir qui sera la prochaine cible. Ils ne se cachent pas, même s'ils savent que le FBI s'intéresse à eux. Au total, dans ce groupe, ils sont une quinzaine, tous des professionnels de l'informatique et de l'électronique, moyenne d'âge 30 ans. C'est comme tout ce qui est interdit, c'est super excitant. On ne sait jamais ce qui se passe vraiment, on ne sait pas si on est surveillé ou suivi, c'est un mystère, mais c'est grisant. On a le cœur qui bat, c'est un peu comme jouer à cache-cache quand vous êtes môme. Ce qui est fascinant, c'est de savoir que les autorités essayent de nous coincer. On sait très bien que les agents du FBI sont partout. C'est comme ça. Mais leur problème, c'est qu'à ce jeu-là, on est bien meilleur qu'eux. Quand vous devenez un hacker, il faut que vous soyez plus intelligent que tout le monde. Il faut être un vrai bosseur. En fait, si vous êtes un bon hacker, vous pouvez tenir pendant 5 ou 6 ans. Soit vous devenez riche, soit vous finissez en prison. Là, il part du principe que vous allez vous attaquer à des entités qui pourront vous payer, enfin de ce que j'ai compris. C'est important encore de rappeler que c'était en l'an 2000. Je peux pas juger, c'était la période et je comprends. Franchement, c'était une très belle époque, j'aurais aimé la vivre, mais j'étais malheureusement beaucoup trop jeune et beaucoup trop éloigné de ce domaine.
L'école de police de San José dans la Silicon Valley. Au programme, 14 semaines de formation pour savoir manier une arme, l'auxiliaire indispensable des policiers américains. Mais aussi, et c'est récent, 10 semaines d'initiation à l'informatique. Ces policiers du futur doivent en effet être prêts à lutter contre une nouvelle forme de criminalité, le cybercrime, comme l'appellent les Américains, la criminalité cybernétique. La criminalité cybernétique. Franchement, quand je vois ces ordi et autres, je suis nostalgique d'une période que je n'ai même pas connue. Comment devez-vous réagir en tant qu'officier de police quand vous arrivez sur le lieu d'un crime qui a été commis avec un ordinateur? Par exemple, si quelqu'un a effacé son disque dur, est-ce que cela veut dire que les fichiers ont réellement disparu? Non. Si par exemple l'idée de débrancher la puce électronique vous venait à l'esprit, comment vous assurer que le type n'a pas installé un système qui va faire fondre le disque dur automatiquement dès que vous le débranchez? Faire fondre le disque dur, je sais pas. J'aurais aimé avoir un contact qui a hacké durant cette période, qui aurait pu nous éclairer, parce que là, je pourrais pas vous dire si c'est vrai ou pas. Techniquement, moi, le fait de surcharger un processeur va le faire chauffer, le fait de surcharger une machine va la faire chauffer. Est-ce que ça va aller jusqu'à la faire fondre? Je sais pas. Selon le FBI, 84% des entreprises et des administrations ont été victimes de piratage informatique. Coût 56 milliards de francs. Au mois de février dernier, les plus importants sites de commerce électronique américains ont été touchés par un piratage massif comme Yahoo. Ce jour-là, Internet venait de prouver toute sa vulnérabilité. Le président Clinton lui-même était alors obligé d'intervenir pour calmer les esprits. Alors, imaginez-vous bien que c'était une période où je pense même le bug bounty n'existait pas, si je me trompe pas. Oui, je me trompe pas, Les plateformes comme Facebook ont lancé leur programme de bug bounty en 2014. On est bien loin. Du coup, oui, mais forcément ces plateformes n'étaient pas sécurisées parce qu'elles n'autorisaient pas légalement les hackers à tester leur système et à être récompensés. Alors j'imagine bien que ils devaient bien s'amuser à cette période. C'est une véritable course contre la montre entre les sociétés de sécurité et les hackers qui écrivent de nouveaux programmes de destruction. Une fois leur programme écrit, ils l'utilisent le plus longtemps possible jusqu'à ce que nous ayons découvert la parade et donc le moyen de nous en protéger. Notre but, évidemment, c'est de réduire au maximum cette durée afin qu'un minimum de clients soient touchés. Avec le développement des connexions à haut débit, les 56% d'Américains internautes se retrouvent de plus en plus souvent connectés 24 heures sur 24. Autant de victimes potentielles des voyous. Internet fait partie de la vie quotidienne des Américains qui ont trouvé là un nouveau moyen de faire du shopping. Avec l'extraordinaire développement du commerce électronique, la fraude inévitablement a suivi. 38% d'augmentation l'an dernier. Témoin de la fulgurante progression de cette criminalité, l'Association de défense des consommateurs américains. Sous prétexte que c'est Internet, la plupart des gens sont très surpris d'avoir été escroqués. Quand ils s'en rendent compte, c'est déjà trop tard. Il faut comprendre que l'Internet est à l'image de notre société. Il y a de tout. Il y a des escrocs en tout genre et qui sont à l'affût. Il faut donc être très prudent. La nouvelle passion des consommateurs américains, les sites de vente aux enchères sur l'Internet. Des sites qui se contentent souvent de jouer les intermédiaires entre vendeurs et acheteurs, mais sans engagement de la qualité de la marchandise. Les escroqueries sur ce type de site ont représenté 87% des fraudes sur Internet. C'est moi où l'extension c'était .dll du site. Bronco est l'un des inspecteurs de police devenu un cybercop, comme on les surnomme dans la Silicon Valley. Ici, la fraude sur Internet a atteint de telles proportions que le commissariat de police de San José a dû créer une section totalement dédiée à la criminalité informatique. Un total de 6 inspecteurs, mais qui travaillent avec les moyens du bord. Voilà les différents inspecteurs de notre cyberbrigade. Greg est un de nos spécialistes qui travaille sur des affaires en collaboration avec d'autres États. Des grosses affaires d'escroquerie sur Internet.
Mike, lui, travaille beaucoup avec les hackers. Et ici, C'est drôle, mais ils parlent de sécurité, mais j'ai comme l'impression, je vois plein de post-it sur leur ordi. J'espère vraiment que c'est pas des mots de passe, hein. Ça serait tellement drôle si c'était le cas. beaucoup avec les hackers. Et ici, c'est notre laboratoire d'expertise légale. C'est là qu'on emmène les ordinateurs des criminels ou des victimes, afin d'examiner et d'amener des preuves pour le tribunal. Quand je suis entré dans cette section il y a 3 ans, il y avait entre 1 et 2% des crimes qui étaient commis sur Internet. Maintenant, je pense qu'à peu près 70% de nos enquêtes ont un lien avec Internet. Imaginez en 2025, je dirais 95-98%. Ces images montrent l'arrestation de l'ennemi numéro 1 de la brigade des cybercops pendant près de 2 ans. Il a réussi à leur échapper. Il opérait exclusivement à partir d'un mobile home caché dans un terrain vague près de Seattle. Il y avait installé tout le matériel nécessaire pour créer un site internet représentant la filiale fictive d'une grande société de la Silicon Valley. Toute crédibilité acquise grâce à ce site, il a été capable de contracter auprès des banques une multitude d'emprunts allant jusqu'à 2 millions de francs. Vous voyez, ici c'est le casque qu'il utilisait pour tirer du liquide au distributeur de billets. Et ici ses gants pour ne pas laisser d'empreintes. Quand on l'a repéré, il était en train de chercher sur Internet des transactions bancaires. C'est comme ça qu'il localisait ses cibles. Sur cet écran, on voit les noms des banques qu'il avait arnaquées ce jour-là. Sur l'autre écran, les actions qu'il achetait et ses différents investissements à partir de l'argent volé. Il nous a même donné une interview que nous avions utilisée au tribunal, où il appelait des coupables d'ailleurs. Il a adoré ça, il était très fier de son arnaque et il était très content de tout nous raconter. Je serais intéressé de savoir cette personne, elle a pris combien. Je veux dire, elle a eu combien d'années de charge? Combien d'années il a passé en prison? L'objectif, c'était de gagner 350 millions de francs. C'était tellement facile. Avec plus d'argent, j'aurais eu plus de matériel et donc j'aurais toujours gagné plus. La hantise du hacker n'épargne pas les militaires américains. Le réseau du Pentagone à lui seul a subi 250 000 attaques chaque année. Selon une étude, 13 pays dont la France développent secrètement les outils d'une guerre cybernétique. C'est ici, au US Space Command de Colorado Springs, que le Pentagone met au point dans le plus grand secret le scénario d'une guerre cybernétique. Simple hacker ou agent au service de puissances étrangères, les risques d'intrusion sur les ordinateurs du Pentagone pourraient en effet avoir de très lourdes conséquences en cas de conflit militaire. Cela ne concerne pas seulement les systèmes militaires. On peut aussi attaquer les infrastructures d'un pays. Par exemple, paralyser l'approvisionnement en électricité ou les moyens de transport. Nous dépendons tellement aujourd'hui des ordinateurs dans notre société. Les hackers pensent qu'ils vont gagner. C'est une bagarre avec eux en ce moment, et on ne sait pas qui sortira vainqueur de cette lutte. En tout cas, je peux vous dire que nous allons mettre en œuvre de gros moyens pour nous assurer qu'ils ne nous empêcheront pas de donner et de recevoir des ordres. Autre facette de la criminalité cybernétique, probablement la plus effrayante, l'utilisation croissante de l'Internet par des pédophiles. Problème qui, là encore, a justifié la création d'une section spécialisée dans le commissariat de San José. La solution préférée des pédophiles aujourd'hui, c'est de se mettre en contact directement avec les enfants sur Internet. Regardez, je vais vous faire la démonstration sur American Online. Grâce au moteur de recherche, je trouve toutes les petites filles actuellement qui discutent sur un forum. Voilà, j'ai donc les premières 23 réponses sur 83. Si je clique sur un nom, j'ai donc son âge. Je peux voir qu'elle aime la gymnastique, elle est de Plano, au Texas. Et là, si je veux, je peux immédiatement lui envoyer un message que seuls elle et moi pouvons lire. Ce que je comprends pas, mais c'est qu'est-ce que
encore dans les années 2000, qu'est-ce que une gosse de 12 ans faisait sur Internet? Je sais que ça peut paraître un peu fou ce que je dis, mais même en 2025, je dirais pas fait sur Internet, parce que là, on va me dire, ouais, Waked, t'es un peu trop sévère, mais connaissant les dangers qu'il y a à travers Internet, je pense pas que ça soit sain de donner accès, et surtout de donner un téléphone à un enfant de 12 ans. Je sais pas ce que vous en pensez, et même moi. Personnellement, j'ai eu mon premier téléphone à l'âge de 15 ans, j'ai envie de dire. Et encore, c'était un téléphone, un Alcatel, il n'y avait pas Internet dessus. J'accédais pas à Internet. Ouais, ça pose beaucoup de questions sur comment protéger ses enfants. Et je me pose de multiples questions. N'étant pas encore père, je me dis, il y a de fortes chances que je n'éduque pas mes enfants en leur donnant aussi facilement des accès à Internet, ou plutôt des appareils, des téléphones, des smartphones, ce genre de choses. On verra comment on va gérer la suite des événements. Généralement, l'étape suivante pour ces prédateurs, c'est de développer une amitié au fil des semaines. Ensuite, surtout avec les garçons, ils commencent à envoyer des photos porno. Ça commence avec des photos d'ados entre eux, puis ensuite des photos d'hommes entre eux, pour finir par des photos d'hommes. Mais ils sont malades, ils ont mis carrément l'image. Même s'ils ont flouté un peu, ça reste... Les gars, on est sur YouTube et c'est des ados, c'est... Avec des enfants. Merde. Seigneur. Ah, c'est choquant. Ouais, c'est super choquant. C'est choquant de savoir que ça existe, c'est choquant de le voir, et c'est encore plus choquant de voir que une vidéo qui est partagée sur YouTube et afficher ces images, même s'ils ont rajouté du flou sur certaines parties, mais ouais, je sais pas ce qu'il leur a pris de mettre ça. Bien difficile de chiffrer le nombre des jeunes victimes du net. Steven a actuellement dans ses fichiers 4000 pédophiles sous surveillance, mais seulement 450 ont été emprisonnés cette année aux États-Unis. Là encore, c'est l'impuissance devant l'immensité du cyberespace. Stephen McEvan, qui dirige cette section, est chargé de la formation d'inspecteurs de police qui, des quatre coins des États-Unis, viennent ici profiter de son expérience et apprendre les techniques permettant de repérer et d'arrêter les pédophiles. Imaginez un gros porc de 150 kilos en train de sodomiser et une petite fille qui, elle, en pèse 35. Je suis désolé, cette partie, je peux pas l'écouter. Je vais avancer parce que c'est pas pour ça que j'ai... Jour, des milliers de sites s'ajoutent aux 50 millions existants sur le net. La nature même du média, son caractère anonyme et sa dispersion géographique en font un outil de communication formidable mais aussi très vulnérable. Seule une coopération entre les États permettra peut-être de mettre en place un système de cyberpolice efficace. Pour l'heure, on en est très loin. Ma lumière m'a lâché, du coup. Plus de lumière de ce côté, c'est pas grave. C'est ainsi que s'achève cette vidéo, ce documentaire. C'était super intéressant de voir comment on voyait le hacking en l'an 2000. Je sais pas ce que vous en avez pensé, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Si vous avez d'autres vidéos de la sorte auxquelles vous souhaitez me voir réagir, allez-y, n'hésitez pas, partagez-les-moi en commentaire ou par mail. Pour moi, c'est des vidéos vraiment très faciles à faire. J'ai juste à regarder et réagir avec vous, et je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent. Je vous dis à la vidéo prochaine, prenez soin de vous. Ciao.